Quand Adaora rencontra Daniel, elle avait 28 ans et faisait une belle carrière comme ingénieure civile à Port Harcourt. Elle venait d'être promue, avait loué son propre appartement à Gera et acheté une petite Toyota Corolla avec ses économies. Elle n'était pas riche, mais elle était indépendante et satisfaite. Daniel, quant à lui, venait d'un milieu aisé. Son père, Cobb, le chef Ebube Okoye, était un magnat de l'immobilier bien connu à Lagos. Sa mère, Madame Ngozi, dirigeait une chaîne d'instituts de beauté de luxe à Abuja. Les Okoye étaient le genre de famille qui prenait des photos en Ankara assorties sur des plages privées et envoyait des paniers de Noël aux sénateurs chaque année. Daniel avait étudié à l'étranger, conduisait une Benz noire et gérait un des projets immobiliers de son père à Lekki. Il était grand, charmant et savait comment faire en sorte qu'une femme se sente spéciale. Adaora le rencontra lors d'une conférence sur la construction à Lagos. Ils se sont tout de suite entendus. Malgré sa vie flamboyante, Daniel affirmait qu'il aimait la simplicité d'Adaora. « Je ne veux pas d'une slave queen de Lagos, disait-il. Je veux une femme qui peut bâtir un foyer, pas juste poser pour Instagram. » Au début, tout était doux. Ils entretenaient une relation à distance pendant quelques mois, jusqu'à ce que Daniel la convainque de déménager à Lagos. Il disait que cela n'avait aucun sens qu'ils vivent séparés. Elle emménagea avec lui dans un luxueux duplex de 4 chambres à Lekki Phase 1, une des propriétés de son père. C'est là que les choses commencèrent à changer. Dès le premier jour, Madame Ngozi ne l'aima pas. « Tu viens d'où déjà ?» demanda-t-elle avec un sourire crispé lors de leur première rencontre. « D'Enugu », répondit Adaora poliment. « Ingénieur civil, tu dis ?»« Intéressant. » Adaora savait ce que intéressant voulait dire. Cela voulait dire pas assez bien. Pourtant, elle continua à faire des efforts. Elle apportait des cadeaux lors des visites. Elle aidait à la cuisine pendant les événements familiaux. Elle a même aidé la sœur de Daniel à préparer son mariage. Mais rien n'était jamais suffisant. Puis vint le déjeuner dominical dans le manoir des Okoye. Alors qu'elle passait une assiette de riz jollof à un des oncles, le chef Ebube se pencha en arrière sur sa chaise et dit « Avant de commencer à parler de mariage, vous devrez signer un contrat prénuptial. » Adaora cligna des yeux. « Un contrat prénuptial ?»« Oui, » dit Madame Ngozi, comme si elle parlait de la météo. « Juste pour protéger ce que Daniel possède déjà. Propriété, héritage, part d'entreprise. On a vu trop de cas. La maison dans laquelle vous vivez? C'est à Daniel. Elle appartient à notre famille, ajouta le chef Ebube nonchalamment. Adaora avala difficilement. Elle ne leur avait jamais rien demandé. En fait, c'était elle qui avait payé la facture de PHCN le mois précédent. Et pourtant, on la traitait comme une chasseuse d'or. Elle se tourna vers Daniel, le suppliant du regard d'intervenir. Il baissa les yeux et marmonna. « C'est juste une formalité, chérie. Fais-le, comme ça ils se calmeront. » Alors, elle signa. Le mariage fut grandiose. Célébrité, mondain, sénateur. Adaora portait une magnifique robe en dentelle blanche et souriait pour les caméras. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle venait d'entrer dans un monde qui ne l'accepterait jamais vraiment. Les premiers mois étaient doux, vacances à Zanzibar, dîner aux chandelles, week-end au spa. Puis, les choses commencèrent à changer. Daniel devint distant, arrogant. « Tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent dans notre famille, » disait-il. « Tu as l'esprit trop local, Ada, » lui lança-t-il un jour, quand elle questionna une dépense extravagante. Elle travaillait toujours à temps plein, contribuait encore, faisait encore des efforts. Mais d'une manière ou d'une autre, le duplex dans lequel il vivait était devenu sa maison. La nourriture, sa nourriture. Même le lit, parfois, semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Puis vint l'incident qui brisa quelque chose en elle. C'était un vendredi après-midi. Madame Ngozi était arrivée sans prévenir. Adaora venait juste de rentrer du travail, épuisée. En entrant dans le salon, elle vit Ngozi en train de fouiller dans les placards de la cuisine. « Cet endroit est tellement désorganisé, » dit-elle sèchement. « C'est comme ça que tu gères une maison? »« Inutile. Maman, j'ai eu une longue journée. S'il vous plaît. »« Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» La voix de Ngozi s'éleva. « J'ai dit que je suis fatiguée. Je viens juste de rentrer du chantier. Je vais nettoyer demain. » Ngozi s'avança, les yeux flamboyants. « Tu oses me répondre? »
Avant qu'Adaora ne puisse reculer, Ngozi la gifla en plein visage. Le son résonna. Adaora recula, tenant sa joue, choquée et humiliée. Quand Daniel rentra, elle lui raconta tout. Et que dit-il? Tu lui as répondu? Elle m'a giflé, Daniel. Tu sais à qui tu parles? Ma mère. On ne lui élève jamais la voix. Jamais. Tu devrais t'estimer heureuse qu'elle ne t'ait pas giflé 2 fois. Adaora le regarda, brisé. L'homme qui tenait autrefois sa main comme un trésor prenait maintenant le parti de sa mère, contre elle. À partir de ce jour-là, elle cessa d'essayer. Elle faisait juste ce qu'il fallait dans la maison, baissait la tête et priait pour la paix. Elle ne se sentait plus comme une épouse. Elle se sentait comme une esclave. Puis vint l'inattendu. Le frère aîné de son père, oncle Chick, décéda. Il ne parlait plus beaucoup récemment, mais il avait toujours cru en elle. Il disait souvent « Adaora est la seule parmi vous qui a du bon sens. » Il n'avait ni enfant, ni épouse, ni proches parents. Alors, ce fut un choc pour tout le monde quand Adaora reçut un appel de son avocat. Elle était la seule bénéficiaire. 4,7 milliards en liquidités, terrain, actions et portefeuille d'investissement. La réaction de Daniel? Pas de condoléances, pas d'inquiétude. Juste, attends, combien? Soudain, tout changea. Daniel redevint affectueux, attentionné. Il l'embrassait sur le front le matin. Madame Ngozi l'invita à déjeuner et l'appela ma fille pour la première fois. Le chef Eboubet lui souriait comme si elle était une reine. Ils voulaient tous discuter de plans d'investissement. Adaora joua le jeu. Elle souriait. Elle s'habillait bien. Elle assistait au brunch et hochait la tête à leurs propositions. Mais dans son cœur, elle avait déjà pris une décision. Elle contacta un avocat. Ils relurent le contrat prénuptial. Comme prévu, il protégeait les biens de la famille de Daniel, sa maison, son héritage, ses parts dans l'entreprise. Mais pas un mot sur ce qu'Adaora pourrait acquérir durant le mariage. Son avocat ricana. Si vous divorcez maintenant, il partira les mains vides. Ce contrat se retourne contre lui. Adaora sourit. Mais elle n'en avait pas encore fini. Elle ouvrit discrètement un compte séparé à Abuja. Y transféra son héritage. Acheta un manoir de 5 chambres à Banana Island payé comptant. Engagea un conseiller financier. Créa une nouvelle vie, sans en parler à personne. Puis elle découvrit la trahison ultime. Daniel la trompait. Tout commença avec une tache de rouge à lèvres sur sa chemise, puis un texto nocturne d'une certaine Tolu. Adaora ne le confronta pas. Elle engagea un détective privé. Une semaine plus tard, elle avait tout. Photos, messages, reçus, même des vidéos. Un calme dimanche soir, alors que Daniel sirotait un verre de vin rouge en bavardant sur un gros projet immobilier à l'Equiphase 2, Adaora se leva, alla dans le bureau et revint avec une enveloppe. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il. Elle la lui tendit, calme et posée. « Lis. » Il l'ouvrit. Son sourire disparut. « Attends, divorce? Adaora? Tu te souviens du contrat prénuptial, n'est-ce pas? Tu partiras sans rien. »« Oh, je m'en souviens, » dit-elle doucement en sortant sa propre copie. Page 6. Clause 14. Toute richesse acquise individuellement pendant le mariage reste propriété personnelle. Daniel se figea. Et tu devrais aussi jeter un œil à ça. Elle fit glisser l'enveloppe contenant les photos sur la table. Daniel en prit une et devint livide. Des photos de lui et Tolu, en train de rire, de s'embrasser, d'entrer dans un hôtel à Victoria Island. Adaora prit son sac. « Je vais prévenir mon avocat que tu as été officiellement servi. » Et elle sortit. Hors de la maison, hors du mariage, hors de la prison dans laquelle ils pensaient tous qu'elle serait enfermée pour toujours. Parce que sa nouvelle maison, sa nouvelle vie, sa nouvelle paix, elle lui appartenait, et elle ne faisait que commencer. Le silence qui suivit la sortie d'Adaora était assourdissant. Daniel resta là, à fixer les papiers du divorce et les photos compromettantes. Ses doigts tremblaient. Sa respiration devenait courte. Pour la première fois de sa vie, il était complètement impuissant. Il l'appela cette nuit-là. Elle ne répondit pas. Il rappela le lendemain matin. Toujours rien. Le soir venu, il faisait les 100 pas dans son salon lorsque sa mère, Madame Ngozi, fit irruption. « J'ai entendu, dit-elle, sans même le saluer. « C'est quoi cette histoire? Quel est ce non-sens de divorce? » Elle m'a fait signifier les papiers, marmonna Daniel, s'effondrant sur le canapé. Elle sait pour Tolu. « Tu es devenu fou? » siffla-t-elle. « Après tout ce que nous avons construit, tu as laissé cette fille de village te manipuler?
Daniel sursauta. Ce n'est pas une fille de village, maman. Oh, maintenant tu veux la défendre? Elle vient de te retirer le tapis sous les pieds et tu continues à baver devant elle? Il ne dit rien. Elle arracha le contrat prénuptial et commença à le feuilleter. On va se battre. On va contester. Le juge verra que c'était signé sous pression ou peu importe. Daniel avala difficilement. Elle a engagé un avocat très réputé. Elle a aussi un expert comptable judiciaire qui vérifie tout. Madame Ngozi se figea. Un quoi? Daniel acquiesça. Elle préparait ça depuis des semaines, peut-être même des mois. La panique sur le visage de Madame Ngozi était indéniable. Elle se leva, attrapa son téléphone et appela le chef Eboubé. Eboubé, viens tout de suite chez Daniel. C'est urgent. Le lendemain, une réunion de famille eut lieu dans le manoir des Okoye à Ikoyi. Le chef Eboubé était assis à la tête de la longue table en marbre. Madame Ngozi se tenait à l'autre bout, marchant nerveusement tel un lion en cage. Daniel était assis en silence, la tête baissée. Cette fille pense être maligne, dit enfin le chef Eboubé. Elle veut détruire cette famille. Elle oublie à quel nom elle s'en prend. Elle a le contrat prénuptial, murmura Daniel, et elle a les preuves de l'infidélité. Elle a aussi l'argent, cracha Madame Ngozi. 4,7 milliards, et elle s'en va avec. Le chef Eboubé serra la mâchoire. On va contester le contrat. Son avocat ne peut pas nous battre au tribunal. D'ailleurs, tu n'as pas dit qu'elle avait utilisé une partie de l'héritage pour acheter une maison? C'est un bien commun du mariage. Daniel leva les yeux. Non, elle l'a acheté à son nom, entièrement, avec son propre compte. Je ne connais même pas l'adresse. Ses parents le regardèrent, abasourdis. Tu n'as pas insisté pour que ton nom y figure? Demanda son père, les yeux plissés. Elle disait qu'elle y réfléchissait encore. Je n'ai pas pensé. Tu n'as pas pensé? Hurla sa mère. Tu sais combien de femmes tu aurais pour être à ta place? Tu l'avais, tu avais son argent, et tu as quand même poursuivi Tolu, la fille de la couturière. Le visage de Daniel s'empourpra de honte. 3 jours plus tard, l'avocat d'Adaora reçut une notification officielle. Les Okoye contestaient le contrat prénuptial. Les motifs? Clause injuste et manipulation mentale. Adaora éclata de rire dans le bureau de son avocat. Injuste? Ce sont eux qui ont rédigé ce foutu contrat. Son avocat, le barrister Eloka, sourit. Qu'ils essaient. Nous avons les documents, la chronologie, les preuves. Et j'ai une chose de plus, dit Adaora en fouillant dans son sac à main. Un petit cadeau. Elle tendit à barrister Eloka une clé USB. Virement bancaire. Transaction cachée. Compte fictif. Je n'ai pas creusé profondément, juste assez pour montrer quel genre de business les Okoye mènent. Barrister Eloka siffla doucement. Où as-tu trouvé ça? Je m'occupais des rapports de projet de Daniel. Il n'était pas très prudent avec ses fichiers. Jour d'audience, haute cour fédérale, la gosse était censée être une simple audience de divorce. Mais la salle d'audience était pleine. D'un côté, les Okoye, chef Eboubé, Madame Ngozi, Daniel et 3 avocats en costume sombre. De l'autre côté, Adaora, le barrister Eloka, et une experte comptable judiciaire nommée Titi. La juge était une femme stricte, avec des lunettes pointues et une langue encore plus acérée. L'avocat des Okoye se leva en premier. Madame la juge, le contrat prénuptial en question a été signé sous pression sociale, avec des termes qui ne prenaient pas en compte les richesses potentielles acquises pendant le mariage. Le barrister Eloka se leva lentement. Madame la juge, non seulement ce document a été rédigé par les Okoye eux-mêmes, mais nous avons aussi une preuve claire que les clauses ont été expliquées et signées librement par les 2 parties. En fait, nous avons une vidéo de la signature à la demande expresse de la famille. Il posa un dossier sur le bureau de la juge. Mais plus important encore, Madame la juge, nous avons une préoccupation financière à soulever avant toute autre chose. La salle devint silencieuse. Nous avons des documents montrant une possible évasion fiscale, des faux titres de propriété foncière et des transferts offshore non déclarés par le chef Eboubé Okoye et Madame Ngozi Okoye, remontant jusqu'à 2016. Des exclamations de surprise résonnèrent dans la salle. Madame Ngozi devint livide. Le chef Eboubé se tortilla sur son siège. La juge fronça les sourcils en feuilletant les documents. Chef Okoye. Madame Okoye,
Êtes-vous conscient de la gravité de ces accusations? Leur avocat se leva rapidement. Madame la juge, nous. Asseyez-vous, aboya la juge. Elle se tourna vers Daniel. Monsieur Okoye, votre nom figure sur plusieurs de ces transactions. En êtes-vous conscient? Daniel balbutia. Je signais juste où mon père me le disait. Je ne savais pas? Ce n'est pas une excuse, coupa la juge. Sur le papier, vous êtes complice. En quelques minutes, le ton de l'audience changea complètement. Le divorce devint secondaire. Désormais, les Okoye faisaient face à des enquêtes criminelles et financières. La juge regarda Adaora. Vous êtes libre de partir. Le contrat prénuptial est valide. Votre héritage reste intact. Audience levée. Dans la voiture, Adaora expira profondément. Le barrister Eloka éclata de rire. Ils sont venus au tribunal pensant qu'ils combattaient un divorce. Ils en ressortent avec la EFCC à leur trousse. Adaora sourit faiblement. L'orgueil précède la chute. 2 semaines plus tard, la EFCC fit une descente dans le bureau des Okoye à Lekki. La nouvelle fit le tour des médias. Une grande famille de l'immobilier sous enquête. Leurs comptes furent gelés. Les clients se retirèrent. Les propriétés furent saisies. Madame Ngozi dut fermer 2 de ses spas. Les ambitions politiques du chef Eboubet s'effondrèrent du jour au lendemain. Daniel, il perdit tout. Il retourna vivre dans le plus petit duplex de ses parents à Magodo, celui qu'il louait auparavant à des locataires. Sa Benz fut saisie. Tolu cessa de répondre à ses appels. Et Adaora? Elle partit en vacances d'1 semaine aux Seychelles, sirotant des cocktails au bord de l'océan, enfin en paix. Elle publia une seule photo en ligne. Elle, sur un yacht, lunettes de soleil sur le nez, un verre à la main, avec la légende. Ce qu'ils avaient prévu pour me nuire, Dieu l'a transformé en bien. 6 mois passèrent. Le nom des Okoye, autrefois symbole de richesse et d'influence, était devenu matière à potin dans tout Lagos. À chaque brunch huppé, dans chaque fil Twitter et chaque page Instagram, la même question revenait. Comment ont-ils pu tomber aussi bas? Mais Adaora rayonnait. Elle avait discrètement déménagé à Abuja, ne se rendant dans sa maison de Banana Island que lorsqu'elle avait des affaires à Lagos. Sa nouvelle maison à Maitama était élégante, paisible et remplie de tout ce qu'elle aimait. Des livres, de l'art et le silence. Pas de Tracy qui débarque à l'improviste. Aucun homme lui disant qu'elle avait de la chance d'être incluse. Aucun contrat prénuptial au-dessus de sa tête. Elle s'était associée avec une amie architecte et avait lancé sa propre entreprise de construction, Dora Structure, nommée en l'honneur de sa mère défunte. En quelques mois, elle avait décroché 2 grands contrats gouvernementaux et des murmures sur le travail de son entreprise commençaient à circuler à Abuja et Port Harcourt. Et le meilleur dans tout ça? Elle vivait enfin selon ses propres termes. Un soir, alors qu'elle était assise sur son balcon à siroter du zobo et à regarder le soleil se fondre dans les collines d'Abuja, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle le fixa un moment, puis décrocha. Allô? Salut? Adaora. Elle fit une pause. Cette voix, douce, hésitante, familière. Daniel, dit-elle d'un ton neutre. Je ne savais pas si tu décrocherais. Je voulais juste dire quelque chose. Elle ne répondit pas. J'ai tout gâché. Je le sais. J'ai tout perdu. Mais te perdre, toi, ça m'a brisé. Adaora haussa les sourcils et sirota sa boisson. Je te vois parfois aux infos. Ton entreprise, les récompenses, tu t'en sors vraiment bien. Toujours pas un mot. Je voulais juste te dire pardon. Vraiment. Pour tout. La façon dont je t'ai traité. Avoir laissé mes parents te rabaisser. T'avoir trompé. Tout. Un long silence. Puis Adaora répondit, calmement. Je ne suis plus en colère, Daniel. J'ai tourné la page. Il avala difficilement. Est-ce que je peux te voir un jour? Même juste pour te dire au revoir comme il faut? Elle sourit. Daniel, j'ai déjà dit au revoir le jour où j'ai quitté cette maison. Tu ne l'as juste pas remarqué. Clac. Elle raccrocha. Pendant ce temps, les Okoye étaient en ruine. Le chef Eboubet avait vendu 3 propriétés pour rembourser des impôts impayés. Madame Ngozi faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent via ses instituts de beauté. Le nom de Daniel figurait toujours sur 3 contrats frauduleux, ce qui signifiait qu'il assistait encore à des audiences au tribunal. Tolu l'avait quitté pour un jeune homme avec une start-up technologique prospère. Elle avait même posté une vidéo TikTok avec la légende « J'ai failli devenir belle-mère des problèmes d'un homme fauché ».
Daniel essaya de postuler à des emplois, mais dès que les employeurs tapaient son nom sur Google, les portes se refermaient. Le seul poste qu'il trouva fut celui de gestionnaire dans un petit bureau immobilier à Ikeja. Plus de voitures, plus de costumes, plus de luxe. Un jour, assis sous la clim du bureau avec son déjeuner rassis, il ouvrit Instagram et vit encore Adaora. Elle venait d'être nommée parmi les 10 femmes PDG à surveiller en Afrique de l'Ouest. Sa photo était partout. Debout devant un immeuble achevé, un casque de chantier sur la tête, une combinaison blanche et des talons aux pieds, les bras croisés, le menton relevé. Il la fixa. Son assistante jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et dit « Cette femme-là, c'est une vraie boss lady, oh. J'ai entendu dire que son ex avait voulu la tromper et elle l'a terminée en une seule audience. Dingo. » Daniel força un sourire. De retour à Abuja, Adaora reçut une invitation. C'était pour une conférence sur les femmes dans le business au Ghana. Elle devait y faire un discours d'ouverture intitulé Le pouvoir de partir, protéger sa paix et sa mission. Sur scène, devant une foule de centaines de personnes, elle partagea son histoire. Pas tout le drame, juste les leçons. Ne suppliez jamais pour appartenir, dit-elle. Ne signez jamais votre valeur pour être acceptée. Et ne sous-estimez jamais la femme silencieuse qui observe et apprend. La foule se leva et applaudit. Ce soir-là, assise dans sa suite d'hôtel surplombant les lumières d'Accra, son téléphone vibra avec des centaines de messages de félicitations. Un ressorti du lot, de son ancien collègue à Port Harcourt. Je me souviens encore quand tu étais juste Ada Ositpe. Regarde-toi maintenant. Le vrai dernier rire. Fier de toi. Elle sourit. Épilogue. 1 an plus tard, Adaora se remaria, pas dans un mariage flamboyant dans un hôtel hors de prix, mais lors d'une cérémonie intime et paisible sur une plage de Calabar. Son mari, Shuka, était un biologiste marin au grand cœur, qui ne se souciait ni du bruit ni de la richesse. Juste la paix, la mission et l'amour. Ils rédigèrent leurs propres vœux, et cette fois, il n'y avait pas de contrat prénuptial. Juste la confiance. À la fin de la cérémonie, alors que les vagues roulaient doucement derrière eux et que le soleil se couchait lentement dans la mer, Shuka se pencha et murmura « Tu mérites le monde, Adaora. » Elle murmura en retour « Non. Juste quelqu'un qui ne me fera pas me battre pour une place à ma propre table. » Et ainsi, la fille qui autrefois n'était pas assez bien entra dans une vie que personne n'aurait cru qu'elle pourrait construire. Mais elle ne l'a pas seulement construite, elle en est devenue propriétaire. La leçon morale de cette histoire est ne t'installe jamais là où tu n'es que toléré. Pars, construis-toi et laisse ta paix être ta revanche la plus bruyante. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables.